bonjour Eric. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Très très bien, et toi? Écoute, moi ça va bien, ravi d'être avec vous toutes aujourd'hui. On s'est déjà parlé un Oui. petit peu avant parce que j'aime pas arriver comme ça et ne pas faire connaissance, donc j'ai fait connaissance avec toutes les journalistes en herbe aujourd'hui avant ce moment, mais je suis très content voilà, de partager. Je pense que ça va être sans doute les meilleures questions de ma vie. Voilà. Ah mais c'est sûr. Je suis convaincu que... et vous savez qu'en plus, ce qui compte, c'est la question. La réponse, c'est banal. Ce qui compte, c'est plus la question est intéressante, plus la réponse est intéressante. Voilà. Donc, tout repose sur vous. Moi, j'ai rien à faire. C'est vous qui travaillez aujourd'hui. Et ce qui est cool, c'est que personne n'est payé. Donc, non, peut-être toi, oui. Oh. Non, ok, très bien. Donc, ce qui est cool, c'est une émission excellente pour le groupe aujourd'hui. Voilà, on est tous là entre copains, quoi. Puis on discute Ça fait tranquille. plaisir. Alors, juste pour les gens qui vont nous regarder, je vais quand même vous présenter les filles. On a Ava en haut, à gauche, avec sa maman Virginie. Ava, tu as 10 ans. Je dis pas de bêtises. Ça va, je ne me suis pas trompée. Donc, t'es quoi? Tu passes ton bac cette année, c'est ça? Oui. C'est Oui, ça? oui. Ok. T'es en quelle filière alors? Scientifique? Tu commences médecine l'année prochaine, c'est ça l'idée? Ok, c'est cool. Je crois qu'elle hésite encore. Non, pas sûr. T'es pas sûr encore, ok, cool. Ensuite? Juste à côté, on a Océane et Angélique. Océane qui a 15 ans. C'est ça, Océane? Oui, je vais bientôt avoir 16 ans. Dans quelques jours, joyeux anniversaire en avance, chère Océane. C'est un beau cadeau. Joyeux anniversaire. En dessous d'Océane et de sa maman Angélique, nous avons Aude et les trois petites Clémentine, Roxane et Héloïse qui nous appellent de très loin. Des Philippines. Bonjour les filles. Ah, incroyable. Enfin, bonjour, bonne nuit pour Bonne nuit. Mais Ouais. de toute façon, Eric, tu leur feras un mot pour la maîtresse parce que demain, elles ont école. Ah oui, il y a peu de chances que vous vous réveillez demain matin, je vous le dis. Hein. Demain matin, vous allez être un petit peu fatigué. Ça va piquer, ça va piquer. Ça va faire mal. Et juste à côté, nous avons Emma et Bénédicte. Et Emma qui a 11 ans. Salut Emma. Salut Bénédicte. Salut. Alors, donc, 11 ans, t'es en quelle classe alors? T'es en 6e? Non, je suis en CM2. T'es en CM2, ok. Cool. Bon, tu l'auras remarqué, Eric, aujourd'hui, c'est un peu girl power. Ah, mais c'est de toute façon, Totalement girl power. le monde est de plus en plus girl power et j'ai envie de dire tant mieux, et pourvu que ça s'amplifie. Donc ça dure. Ah, ben si les femmes dirigeaient le monde, il irait beaucoup mieux. C'est lui qui le dit. Ça, c'est sûr. Bon, les filles, je sais que vous avez plein de questions. Juste avant qu'on commence, je vais quand même rappeler qu'Eric va nous proposer son spectacle sur Gulli Ouais. le 27 avril à 21h05, Connexion, en direct. En direct Son sur nouveau Gulli. spectacle. Oui. Et d'ailleurs, en Zoom aussi. Parce qu'il y aura une partie des spectateurs qui seront en Zoom et une partie qui seront des téléspectateurs devant la télévision. Voilà, Voilà. exactement. Ils seront tous très chanceux, ils pourront voir tes tours. C'est ça, et même participer. Alors, puisqu'on parle de magie, je propose que nous posions les premières questions qui concernent la magie. Et Ava, je te vois sourire. Attention, c'est ton moment, Ava. C'est toi qui poses la première question à Eric. Je te laisse commencer. Vas-y. Pourquoi as-tu commencé la magie? Mhm. Et quel est ton tour de magie préféré? Ah, alors, c'est deux bonnes questions. Pourquoi j'ai commencé la magie? C'est très profond, je vais te dire, c'est même extrêmement intime comme question, parce que j'ai commencé la magie, je pense, parce que j'avais envie de transformer le monde. Parce que le monde dans lequel j'étais me rendait triste, ou m'accablait parfois, ou même me faisait souffrir, et je crois que l'envie de la magie, c'est une envie de rendre l'impossible possible. Et cette frontière qu'on met tous entre l'impossible et le possible, ce petit mur qu'on met dans nos têtes entre ces deux notions, c'est un mur que je tente tous les jours de gratter, de casser, de détruire, de créer des espaces entre les deux. Et cette envie-là, elle m'est venue, je pense, d'actes de ma vie, de souffrance, mais aussi d'une envie de poésie, d'une envie de joie, de rendre le monde plus beau. Et je pense que ça a été et mon innocence et mon délire et ma joie d'enfant, et en même temps une réponse à des situations qui étaient compliquées. Et la deuxième question, c'est quel est mon tour préféré? Écoute, oui, il y en a beaucoup, c'est difficile de dire, mais dans ceux que j'ai vus ou dans ceux que j'ai faits, dans ma carrière ou dans tous les tours existants? Dans tous les tours existants. Dans tous les tours existants. Encore plus difficile.
Si j'avais un vrai pouvoir de magie, ce serait le don d'ubiquité. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'ubiquité? Non. Non? L'ubiquité, c'est d'être dans plusieurs lieux à la fois, en même temps. C'est-à-dire de pouvoir se doubler, de se tripler, etc. Donc, par exemple, là, je serais avec vous en train de me marrer. En même temps, je serais avec mes enfants en train de jouer au foot. En même temps, je serais en train de faire un spectacle de magie sur scène. Et ça, ce serait mon rêve de tour de magie. Si j'avais un pouvoir, c'est ça. Le don de me dédoubler. Et donc, en magie, les tours qui sont dans cette famille-là, les tours de prestidigitation, d'illusion, c'est souvent aussi les transferts. C'est-à-dire, tu vois, je suis d'un côté de la pièce, et la seconde d'après, je suis de l'autre côté de la pièce, alors qu'on ne m'a pas vu traverser. Ça, j'aime beaucoup ces tours-là. La téléportation. La téléportation, ça me plaît beaucoup, l'idée de pouvoir être... Alors, c'est pas tout à fait l'ubiquité, parce que c'est pas deux personnes, c'est pas la même personne en même temps dans deux endroits, c'est de pouvoir aller d'un endroit à l'autre, mais en un dixième de seconde. Ça c'est les tours que j'aime beaucoup. Ouais. Et vers quel âge tu as eu envie d'être magicien? Ça t'a pris vers quel âge, tu t'en souviens? J'ai commencé la magie, j'avais 13 ans, mais je sais que ça m'est venu de la chance de voir un spectacle de magie à l'âge de 7 ans. J'ai vu pour un anniversaire, je crois que c'était les 30 ans de ma maman, et il y avait un magicien qui était invité pour l'anniversaire de ma maman. Et j'ai vu, en dehors même de ces tours qui étaient assez géniaux, j'ai adoré la manière dont ça a transformé l'atmosphère à la maison. J'ai adoré la manière dont tout le monde a ri, tout le monde était surpris, tout le monde était joyeux ensemble, ce qui est assez rare. Et donc ça m'a marqué très très fort. Et à 13 ans, je me baladais, j'aime beaucoup marcher et me perdre. C'est un truc que j'adore faire. J'adore partir je sais que je vais quelque part, mais souvent je prends des détours. Et donc, à l'époque, je marchais évidemment, comme tous les adolescents, j'avais pas une thune. Donc, même parfois, je pouvais pas prendre le métro, je pouvais pas prendre le bus. Donc, je marchais. Et dans une de mes balades comme ça, je me suis perdu du côté du boulevard Saint-Germain, rue des Carmes. Et il y a la plus ancienne boutique d'accessoires de magie au monde qui se trouve là-bas, qui s'appelle Mayette Magie Moderne, qui a presque 200 ans, cette boutique. Et j'y rentre comme ça, par curiosité, et j'achète un premier livre sur la magie et un tour avec des boules en mousse et un tour avec des cordes. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Je crois qu'Océane a aussi une question autour de la magie, mais il y a un petit quelque chose en plus. Vas-y Océane, on t'écoute. Comment as-tu l'idée de devenir magicien et humoriste? Ah, les deux métiers. Ok. Alors ça aussi, c'est une bonne question, Océane. C'est vrai que c'est un peu bizarre parce que le métier de magicien et le métier d'humoriste, ils sont presque opposés. C'est-à-dire que quand tu es magicien, tu dois amener la surprise. Donc il faut créer une tension dans ton écriture et que les gens soient de plus en plus en attente. Mon Dieu, mais est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que ça va se passer? Et la tension doit monter jusqu'au fameux Prestige, d'où le titre du film, où là, tu as vraiment l'effet le plus spectaculaire et tu cherches cette surprise, cette émotion, ce waouh, cet effet waouh que les magiciens cherchent. Alors que l'humoriste, il faut surtout pas qu'il se prenne au sérieux. Il faut surtout pas qu'il monte une tension. L'humoriste, c'est à chaque fois que tu fais une phrase, on ne sait pas où va finir la phrase, et d'un coup, il y a une rupture de rythme et la tension tombe. Et d'ailleurs, le rire, c'est une rupture de rythme, et le rire, c'est une tension qui tombe, c'est une relaxation. Et donc, les humoristes me disaient, la magie, c'est ringard, et les magiciens me disaient, mais l'humour, ça tue la magie. Et donc, c'était extrêmement compliqué. Au début, personne ne croyait que j'allais y arriver. Et pourtant, il y avait quand même quelques exemples aux États-Unis. Je trouve d'artistes qui étaient un peu dans ma famille, et en particulier deux qui s'appellent Penn and Teller, qui est un duo. Et eux, je les aime énormément parce qu'en plus de faire rire, en plus de faire rêver, ils font aussi réfléchir. Ils sont capables de parler des droits de l'homme, ils sont capables de parler d'un sujet sociologique, de la maltraitance animale, et de faire en même temps un numéro, et de faire rêver. Donc j'avais beaucoup d'admiration pour eux, et je me dis, mais si il
Il y a une personne au monde qui est déjà arrivée, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas non plus. Bah, bien sûr. Voilà. Et donc, et puis je pense que ça a été aussi le fait que dans ma famille, tout le monde s'est toujours foutu de moi depuis toujours. Tout le monde se foutait de ma tronche toujours. Donc comme tout le monde se fout de moi et que je me rends compte que je faisais rire les gens, et aussi les premières fois que je suis monté sur scène, je me rendais bien compte que quand je faisais mon école de théâtre, quand je montais sur scène, les gens, ils avaient plus envie de rire de moi que de trouver que j'étais un jeune premier magnifique. Ils avaient plus envie de me voir dans un clown que dans Roméo, quoi. Et ça, c'est une nature. Et donc, tu peux pas aller contre ta nature. Et finalement, quand j'ai commencé à écrire de la magie, ce que j'ai aimé, c'était pas le magicien qui rate, qui est le magicien comique, c'est-à-dire le magicien qui rate ses tours et qui fait rire. Ce que j'ai aimé, c'était d'écrire un magicien qui réussit ses tours, mais qui fait des vannes comme un humoriste, et qui est capable de traiter des sujets, de parler de la vie, de l'amour, de la mort, de plein de sujets comme un humoriste, et en même temps qui est capable de réussir des choses époustouflantes. Alors le fait de rater des tours, je le fais de temps en temps, parfois exprès, parfois pas exprès, mais c'est ça qui me plaît bien. C'est le mélange des genres. Et puis en plus, ce qui est génial pour les spectateurs, c'est quand tu regardes un magicien, tu te dis mais qu'est-ce qu'il vient de faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc tu regardes toujours vers le passé. Alors que quand tu écoutes un humoriste, tu es toujours en train de te dire « qu'est-ce qu'il va dire ?» Parce que tu ris et tu te mets tout de suite à l'écoute de la prochaine vanne. Et donc tu regardes vers le futur. Et ça crée un strabisme, ça crée une tension. D'un côté, tu regardes le passé, le magicien, de l'autre côté, tu regardes le futur, l'humoriste. Et donc c'est drôle parce que tu te marres, parce que tu es toujours en tension. Tu sais jamais ce qui va se passer. Et c'est ça que j'avais envie. J'avais envie d'un spectacle total, j'avais envie d'un spectacle où on ne s'ennuie pas une seconde. Là, par exemple, je parle beaucoup. On peut s'ennuyer. Mais dans mes spectacles, c'est pas le cas. Bah, jamais. Alors, tu en as un petit peu parlé là tout à l'heure. Aude, je crois que c'est Clémentine qui va poser une question à Eric. Très intéressante. Ok. Moi, Clémentine, c'est la vraie chef, je le savais. Vas-y, Clémentine. Est-ce que tu peux t'approcher un petit peu du micro ? Approche-toi un petit peu du micro, que je t'entende mieux. Tu as déjà rappelé un budget avec le Ah zut, j'entends pas bien Clémentine. Il faut vraiment que tu t'approches le plus proche de l'ordinateur, le plus proche possible. Voilà, super. Ah bah là, je te vois bien en plus. Est-ce que tu as déjà rappelé un tour de magie et comment tu as réagi? Est-ce que j'ai déjà loupé un tour de magie, c'est ça? Comment tu as réagi? Et comment j'ai réagi? J'ai loupé pas souvent des tours de magie, parce que la magie, c'est comme la jonglerie. La magie, par moment, tu peux louper une passe, tu peux louper une manipulation et le tour marche pas. Sauf que quand tu loupes une note en musique, souvent les gens ne le remarquent pas. Oh. Quand tu loupes une note sur des centaines, tu ne me remarques pas. Quand tu loupes une manip en magie, tout le monde le voit, parce qu'on voit le tour. On comprend comment ça fonctionne, ou on comprend une partie du mécanisme, du secret, de la manipulation. Et donc c'est terrible, parce que tu te sens mais pitoyable. Quand tu fais tomber une balle, quand tu jongles, les gens ont juste envie que tu reprennes les balles et que tu recommences et que tu y arrives. Quand tu loupes un tour en magie, tu peux pas le refaire. Bah oui, parce que il est fini, il est foutu. Donc, louper en magie, c'est la honte. Mais heureusement, comme je loupe parfois exprès, les gens ne savent pas quand je loupe pour de vrai ou je loupe pour de faux. Donc ma chance, c'est ça. C'est-à-dire que quand je rate quelque chose, finalement, je ris de moi. Et je trouve que l'accident, ça fait partie du spectacle et ça fait partie de la vie. Souvent, dans les petits accidents de la vie, on trouve des choses magnifiques. C'est souvent, on se prend les pieds dans le tapis, on tombe, et puis on tombe et tout d'un coup, on découvre un truc au sol qu'on n'avait jamais vu. Et c'est ça l'accident qui est génial, et sur scène et dans la vie, c'est génial. Quand il se passe des choses, l'imprévu, ça t'amène à être créatif. Et donc, ma réaction intérieure, Clémentine, c'est de dire, c'est un cadeau. L'accident est un cadeau. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de ce cadeau? Qu'est-ce que je vais faire de cet accident? Qu'est-ce que je vais faire si je loupe? Bah, si je loupe, je loupe. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc, je continue à me dire, bon, ben, je suis dans une situation où j'ai loupé. Je suis au Zénith, on est 5000, je suis à la télévision, il y a plusieurs millions. C'est la honte, mais c'est la vie. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ce sentiment de honte? Est-ce que j'en ris? En fait, je ris avec les gens, et puis j'essaye autre chose derrière, ou je raconte une histoire, ça va dépendre de la situation, en fait.
Et en fonction de l'accident, je vais réagir d'une manière nouvelle. Et donc, quelque part, l'accident est un cadeau. Alors, ça demande beaucoup d'entraînement. La seule manière de vivre l'accident bien, c'est de s'entraîner, parce que plus tu t'entraînes, plus tu rates. Et plus tu rates souvent et de plein de manières différentes, plus tu as de moyens de réagir. Donc c'est vraiment l'entraînement qui fait que tu peux bien réagir au fait de louper quelque chose. Ça, c'est très important. Voilà. Et alors, est-ce que toi, par exemple, quand tu es juré sur Incroyable Talent, tu vois tes confrères magiciens quand ils se loupent? Ben oui, bien sûr. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Est-ce qu'ils réagissent bien? Est-ce qu'il y a une bonne façon de réagir? Bah, déjà, la mauvaise façon, il y a des mauvaises façons de réagir. L'ego, c'est une mauvaise façon de réagir. La colère est une mauvaise façon de réagir. Le fait de tout arrêter est une mauvaise façon de réagir. Voilà, il faut continuer. Il faut avancer. Tu as fait un mauvais pas, tu as fait un faux pas. Tu continues à avancer. Et puis, ce qui est beau quand quelqu'un loupe, c'est justement la manière dont il va gérer ça. Tu vois tout, en fait, de l'humain que tu as en face de toi quand il loupe. Tu vois s'il a un petit peu confiance en lui, en son métier, est-ce qu'il a de l'expérience, est-ce que c'est un pro, est-ce qu'il y a du génie, est-ce qu'il y a de la créativité derrière, tu vois. Donc, louper, c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que souvent, je dis, il ne faut pas être un trop bon élève. C'est important l'école, c'est hyper important de se cultiver et d'être curieux du monde, d'être curieux de tout. D'ailleurs, je trouve que curiosité, c'est le plus beau mot qui soit. La curiosité, ça vient de cura, en latin, qui veut dire soigner. Donc celui qui est curieux, qui pose des questions, c'est vraiment celui qui soigne les autres. Et d'ailleurs, il y a une phrase que je déteste, on dit souvent aux enfants, la curiosité est un vilain défaut. Et je déteste cette phrase. Quelqu'un qui pose pas une question, c'est quelqu'un qui reste bête pour tout jamais. Alors que quelqu'un qui pose une question, c'est quelqu'un qui avance. Et moi, je préfère toujours poser des questions, même sur des sujets où tout le monde connaît sauf moi. Je pose la question, au moins, je n'ai plus à la reposer et je suis un tout petit peu moins un imbécile. Et donc c'est vraiment hyper important. Et j'ai envie, et sur revenir sur la notion de bon élève et mauvais élève, le bon élève, c'est souvent celui qui suit la consigne. C'est celui qui fait bien les choses. Et moi, je trouve que poser les questions que les autres ne posent pas, c'est beaucoup plus intéressant de faire comme les autres ou comme les autres t'ont dit. Donc, c'est ça qui me plaît bien. Je sais que parfois, c'est difficile. Je suis papa de deux garçons. Je suis très content quand ils rapportent des bonnes notes à la maison, moins quand ils rapportent des mauvaises notes. Mais je trouve que ce qui est important, c'est qu'ils posent des questions. Le reste n'a pas vraiment d'importance pour moi. Voilà. Comme vous le faites, les filles, en ce moment. Voilà, donc posez la question. Vous êtes parfaite. Voilà. Je crois que c'est au tour d'Emma. Emma, à ton tour. Tu as été très patiente, très sage. Pourrais-tu me montrer un tour que tout le monde peut reproduire facilement? Oui, je vais te montrer un tour que ma maman m'a appris, qui est sympa. On va le faire ensemble d'ailleurs. Oh là là. On va le faire Malheur. ensemble. Regarde. J'espère que je vais pas le faire. J'ai pris vraiment ça vite fait parce que tu vois, on m'a appelé, on m'a dit tiens, ça serait bien qu'il y ait un tour prévu. C'est un torchon de ma cuisine, tu vois. C'est pas, c'est vraiment. Est-ce que vous voyez la table qui est ici parce que j'ai pas le cadre. Vous voyez la table sur laquelle je mets la main ou pas? Non? Ouais. Ouais. Oui. Ah si, un peu. Ok. Alors je vais enlever cette plante pointue. Et là, j'ai pris les allumettes. On joue pas avec les allumettes, mais je vais vous montrer un tour sympa quand même. Tu vois, une grosse allumette. Elle est immense, elle est presque aussi grande qu'Eric. Vous le voyez pas bien là. C'est une allumette proportionnelle à ma taille. Voilà. Je mets l'allumette ici. Ok. Vous voyez bien la serviette, l'allumette? Tout le monde voit bien? Ouais? Oui. Et là, regardez, je recouvre l'allumette comme ça, hop, des quatre coins. Je veux bien vous montrer qu'elle est bien à l'intérieur. Toujours là, je la recouvre comme ça, hop, hop, hop. Et là, je vais te donner l'allumette. Tiens, tu la sens, regarde, elle est juste là. Tu la sens? Ah oui. Ouais, et tu la casses, s'il te plaît, en plein de morceaux. La violence! Attention, n'ouvre pas le filet. Hop, hop, voilà, c'est pas grave. Non, c'est bien cassé. C'est bon, c'est bien cassé? Ah oui, allez, je pense qu'elle est cassée en plus. Ah là, tu l'as bien cassé. Okay. Ouais, c'est bon. Super. Et regardez, mesdames, on va faire un truc, c'est la résurrection. Il n'y a que Jésus et moi qui ont fait ce tour. Regardez. Voilà. Tour de... Et là, normalement, si j'ouvre ce torchon qui est propre, malgré sa tronche un peu grise, que se passe-t-il? L'allumette est reconstituée. Et ouais. Et je vous jure, c'est pas ma complice. Je vous le jure,
Tu as vraiment bien J'avais tout senti? cassé. J'étais très énervée et tu vois, j'ai Voilà. ah oui, oui, un petit peu. Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne? Ouais. Est-ce que vous savez garder un secret? Oui. Ouais, Oui. tout le monde sait garder un Oui. secret? Océane, tu sais garder un secret? Ouais? Moi aussi. Oh Allez. que oui. Oh que non. Ok. Bon. Ok. Alors voilà. En réalité, ce torchon est tout à fait normal. Cette allumette est tout à fait normale et cette allumette n'a jamais été cassée. En fait, j'ai caché une allumette dans la doublure du torchon de la manière suivante. Regardez. J'ai pris une allumette, je l'ai enfoncée comme ça dans la doublure du torchon. Voyez, juste là, elle est comme ça. Et là, on sent une allumette. Et si je donne à une spectatrice, ce que j'ai fait avec toi tout à l'heure, je donne l'allumette qui est dans la doublure, qui est ici, eh bien, elle va casser l'allumette qui est dans la doublure. Et en fait, il y a une deuxième allumette que je montre à tout le monde, que je mets sur la serviette. Et moi, je sens l'allumette qui est dans la doublure, je la mets dans une position que je connais, je mets les autres doublures dessus, et au lieu de donner à casser l'allumette que vous avez tous vue au début et que tout le monde pense être l'allumette qui va être cassée, je donne à casser l'allumette qui est dans la doublure. C'est pour ça que tu as eu une petite angoisse quand j'ai mal tenu le. Exactement. le papier. Normalement, il ne faut pas lâcher. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut le faire avec quelqu'un qui est proche. Tu lui tends ton torchon, tu lui fais sentir l'allumette et tu lui fais casser l'allumette. Et là, elle sent vraiment, tu vois, on entend même, je ne sais pas si vous entendez. Ça craque. Ça craque, l'allumette qui craque. Comme ça. Là, la personne a cassé l'allumette. Et pourtant, si on ouvre la serviette ou le torchon, hop, tour, et bim, l'allumette est absolument intacte puisque celle qui est au milieu de la serviette n'a jamais été cassée. Donc après, le problème, c'est que vos parents se retrouvent avec plein de torchons, avec plein d'allumettes dedans, et ils se disent, mais pourquoi il y a des morceaux d'allumettes dans mes torchons? Et bien maintenant, vous savez pourquoi. Voilà. C'est pas mal, hein? Vous allez vous entraîner, vous allez le faire les C'est un filles. tour qui marche super bien, vous allez voir, vous allez surprendre tout le monde avec ça. Vous gardez le secret, c'est très important de garder le secret, même si là je vous dévoile un secret aujourd'hui, et puis il y a plein de gens qui vont le voir, mais c'est très important de garder un secret parce que quand on fait un tour de magie, qu'est-ce qui se passe? Ben, les spectateurs font « waouh !» Ils font « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ils trouvent que tu es un peu extraordinaire. Et après, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils veulent savoir le secret. Et toi, comme tu es content, tu as été flatté, qui t'ait trouvé extraordinaire quelques instants, tu as envie d'être flatté de nouveau et qui te trouve de nouveau extraordinaire en expliquant le secret. Parce que c'est juste une envie d'être aimé, en fait. Et il ne faut surtout pas dévoiler le secret. Le secret, quand vous dévoilez un secret, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous enlevez à l'autre la possibilité de rêver. En fait, quand vous donnez un secret, eh ben, vous enlevez à l'autre la possibilité d'être surpris et de peut-être croire un petit peu à la magie. Donc c'est important sur les secrets de ne pas les donner, parce que finalement, donner un secret, c'est faire un petit peu mal à l'autre. C'est lui enlever sa possibilité de rêver. Donc c'est très important de garder les secrets. Voilà les filles. Un secret de magie. Sinon, quand vous serez plus forte en magie, je vous montrerai ça. Ça, c'est un autre truc. Tu prends 20 balles. Et là, si tu fais ça comme ça, tu as l'impression que c'est 50. Et si tu fais ça, tu as même l'impression que c'est 100 balles. Ça m'intéresse. On aime beaucoup ce tour. Mais ça, il faut quelques années de travail. Voilà. Ça, c'est un autre délire. On rappellera Eric dans 6 mois. Si vous avez progressé, peut-être qu'on pourra avoir le tour. Quelques années. Quelques années, Ouais, voilà. quelques années de boulot. Bon, super, on a parlé beaucoup de magie. Mhm. Je propose que nous parlions un petit peu maintenant de télévision. Ok. Car on te voit un peu, pas beaucoup, hein, à la télévision sur On voit, M6, c'est mais vrai. presque pas. Ouais. Qui a la première question? Je crois que c'est Océane qui commence. Pourquoi avoir décidé de tenter l'animation télé? Ah. Elle en pris des bonnes questions. Pourquoi tenter l'animation télé? Je vais te dire Oui, j'ai bien compris, Océane. Je te remercie. C'est une très bonne question et je vais te répondre de manière tout à fait sincère pour le pognon. En fait, il y a plein de choses. La télévision, moi, mon vrai métier, ma passion, mon amour et ce qui me rend vraiment heureux, c'est la scène. Et vous savez qu'en ce moment, c'est pas évident.
Et ça fait 20 ans que je fais de la scène et ça fait 20 ans que je pense que c'est là où je suis le plus performant, le plus émouvant, le plus drôle, le plus spectaculaire. Et c'est là où je trouve que je transmets les émotions les plus belles aux gens. Et en télévision, j'ai toujours cru que c'était un moyen pour faire de la scène. Pendant des années, pour moi, la télévision n'était qu'un espace pour dire « Regardez, je fais de la scène, venez me voir sur scène ». Et puis, il y a eu quelques changements à ça grâce à des émissions, en fait. C'était des rencontres. Michel Drucker, au début, je suis resté 6 ans chez Michel, à venir une fois par mois sur son canapé et créer un numéro. Et chez Michel Drucker, il y a eu un truc qui était très joli, qui se fait peu en télévision, on a le temps. On a le temps de parler, on a le temps de faire un numéro, on a le temps de s'exprimer. Et je faisais des numéros de 10-12 minutes, alors que toutes les autres émissions que j'avais faites, on me laissait 3 minutes. Donc j'avais le temps d'écrire et tu as un temps de respiration. Et je me suis mis à aimer la télé avec Michel Drucker. Et puis, il y a eu cette émission qui a été mon bonheur au démarrage, où on m'a vu en premier, qui était Incroyable Talent, et qui 10 ans après me rappelle pour devenir jury. Et là, de nouveau, j'ai été très très heureux parce que dans Incroyable Talent, il y a tout ça en quoi je crois. Il y a tous les artistes dans tous les genres, il y a toutes les pensées, il y a toutes les religions, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les sexualités, il y a tout. Et il y a une espèce d'œcuménisme de tout, c'est-à-dire à tout niveau. Et il y a aussi des propositions très intellectuelles parfois, avec des artistes contemporains hyper pointus, et puis parfois des choses très populaires. Et donc ça passe de l'un à l'autre. Et ça, d'être un rouage de cette émission, ça m'a rendu très heureux. Parce que c'est ce en quoi je crois. Voilà. Donc si j'ai été vers Incroyable Talent, Océane, c'est parce que je crois que cette émission est importante. Elle est importante pour les artistes, elle est importante pour le public, elle est importante parce que les valeurs qui sont dedans me semblent justes. C'est des valeurs d'être ensemble et de s'amuser ensemble et ça me semble absolument essentiel aujourd'hui. Et puis après, comme Incroyable Talent était un peu dans un moment de fin de vie quand je suis arrivé, elle n'allait pas bien du tout et l'émission, la chaîne pensait arrêter l'émission. Et puis depuis 6 ans que j'y suis maintenant, c'est la sixième année, et bien depuis les 6 ans, l'émission n'a fait que reprendre ce qu'on appelle des parts de marché. L'audimat a augmenté. La première année où je suis arrivé, on avait gagné 500 000 spectateurs de plus que l'année précédente. L'année d'après, encore 500 000 de plus, et ainsi de suite. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais Hélène et moi sommes là maintenant Hélène Ségara et moi sommes là depuis 6 ans. Il y a eu David Ginola qui est arrivé, qui a amené beaucoup. Il y a Karine Le Marchand maintenant qui amène beaucoup. Donc il y a plein d'autres éléments. Il y a Sugar Sammy que je trouve drôlissime. Il y a Marianne James aussi qui amène beaucoup. Maintenant, il y a PA le soir sur la deuxième partie. Enfin, il y a eu plein d'artistes qui ont amené beaucoup. Évidemment, c'est quand même les talents aussi de l'émission. On a eu des gagnants extraordinaires, on a eu Laura Alone, on a eu Antonio en magie, enfin, il y a eu vraiment plein de choses, de très très belles choses qui sont passées. Donc cet esprit de bande me rend extrêmement heureux. Donc c'est pour ça que je suis resté beaucoup plus à la télévision. C'est pour Incroyable Talent et pour Michel Drucker. Et après, il y a eu l'animation qui m'a été proposée parce que ça marchait. Si tu veux, quand ils ont vu que les spectateurs m'aimaient bien, ils se sont dit, tiens, ça serait bien de faire des émissions avec lui. Et il y a eu une émission que j'ai beaucoup aimé faire qui s'appelait « Tous les vœux sont permis » où je réalisais les vœux des gens par le biais de la magie. Et ça, c'était une émission aussi où je sentais que c'était juste, que ma présence était au bon endroit, que j'utilisais la magie pour faire plaisir aux gens. Et ça m'a rendu très heureux. Puis après, il y a des émissions que j'ai qui n'ont pas marché. Je ne sais pas si c'est moi qui les ai ratées. Je ne sais pas si c'était justement pas juste. Peut-être que j'étais pas au bon endroit, au bon moment. Il y a eu 2 émissions musicales qui n'ont pas très bien fonctionné. Et puis là, il y a Lego Master, qui est un carton énorme. Et où je suis ça te plaît apparemment, Clémentine Lego Master. Et là, je suis de nouveau très heureux parce que Lego Master, c'est un jeu, c'est une émission de création, c'est-à-dire où les gens sont dans l'imagination. C'est une émission de joie, c'est une émission familiale, intergénérationnelle. Et de nouveau, tu vois, si je fais de l'animation, c'est pour ça Océane. C'est parce que je pense que le projet est juste. Le projet répond à plusieurs de mes passions, plusieurs de mes envies, et c'est pour ça que je le fais. Voilà. Moi, j'ai une petite question en plus. Est-ce que tu as hésité quand même quand on t'a proposé l'animation? Est-ce que tu t'es dit, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Oui, plusieurs fois. Après, c'est pas sur le métier d'animation que j'ai hésité, c'est plus sur les émissions. Sur les émissions qu'on t'a proposées. Ouais, voilà. Quand on dit tous les vœux sont permis,
évidemment, c'est pour moi, mais c'est même moi qui l'ai écrit. Enfin, voilà, moi, j'avais envie de le faire. Quand je vois Lego Master, pour tout te dire, j'ai su qu'M6 avait racheté le programme, enfin, allait acheter le programme, et j'ai appelé tout le monde en leur disant laissez-moi présenter ça, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc oui, il y a vraiment des choses, je suis très proactif, et puis parfois, c'est la chaîne qui m'appelle et qui me dit on aimerait bien que tu viennes, on aimerait bien que tu fasses ça, que tu fasses ça. Mais c'est vrai que les projets qui viennent de moi, ou Lego Master, un projet où pour moi c'est une évidence absolue, souvent c'est plus juste qu'un projet qu'on me propose, voilà. C'est souvent plus juste. Mais après, les histoires de chaque projet sont très, très singulières à chaque fois. Donc, est-ce que ça a répondu à ta question, Océane? Oui. Ouais, cool. On va continuer avec Roxane, je crois qu'il y a une question qui, je pense, va beaucoup t'intéresser. T'écoute. Comment réussis-tu à t'organiser pour les émissions et les spectacles? Comment est-ce que je réussis À t'organiser Oui. entre tes émissions et tes spectacles. Ouh! Et puis si tu savais, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les émissions, il n'y a pas que les spectacles, il y a mes enfants, il y a l'écriture, parce que les spectacles, ça demande beaucoup d'écriture. Je suis aussi producteur, donc les émissions comme les spectacles, ça demande beaucoup de travail aussi, d'organisation en plus. En fait, ça fait à peu près 30 ans que je ne dors pas. Et que donc je travaille 16 heures par jour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je travaille énormément, mais sans rire, je travaille énormément. Voilà, je travaille beaucoup. Je ne compte plus les nuits blanches que j'ai faites dans ma vie à travailler. Pour moi, il y a 2 secrets dans la vie, c'est la curiosité et le travail. C'est les 2 secrets de réaliser ses rêves. Si tu travailles beaucoup, c'est toujours ce qui... Et je le remarque dans tous les artistes que j'aime, tous les gens qui réussissent ce qu'ils ont entrepris, que ce soit d'ailleurs des entrepreneurs, quel que soit le métier, sont les gens qui travaillent le plus. C'est toujours ceux qui font ce petit effort supplémentaire que les autres n'ont pas fait. Tous les grands champions sportifs, c'est ceux qui font l'effort que les autres n'ont pas fait. Donc le travail, mais ça ne doit pas être du travail laborieux. Ça doit être, parfois il l'est, mais c'est aussi un travail dans une dimension de se dire, il y a un but, il y a un objectif derrière. Il y a un objectif d'être avec les gens, de transmettre des choses belles, de transformer le monde autour de soi, de bien s'occuper de sa famille, des gens qu'on aime aussi. Voilà. C'est ça, c'est très important tout ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ah, cool. Petite question de Ava maintenant. Attention, c'est une question piège. Vas-y, Ava. Préfères-tu être magicien ou animateur de télé? Et quelle est l'émission que tu préfères faire? C'est un double piège en fait. Double piège, parce que là, tu veux que je me fâche avec quelqu'un en fait. En gros, c'est si je dis l'un ou l'autre, je vais me fâcher avec les uns ou les autres. Et bon, écoute, pour être très sincère, je préfère être sur scène. Dans la vie, c'est ce que je préfère. Voilà. Je trouve que c'est... Parce que quand je suis sur scène, ça veut dire que souvent, j'écris, par exemple, un spectacle, je vais l'écrire pendant 2 ans, après on va répéter pendant des semaines, et après on va vous le présenter. Donc il y a quelque chose de l'ordre, il y a quelque chose que tu portes pendant longtemps, que tu réfléchis, que tu mûris, auquel tu donnes... Aimer, c'est donner du temps. Qu'est-ce que tu peux donner d'autre que ton temps? Donc plus je donne de temps, plus j'aime la chose. Donc évidemment, j'ai donné plus de temps dans ma vie à la magie et à l'humour et au spectacle que j'ai donné de temps à l'animation télé. Donc mon amour va plus vers ça. Maintenant, souvent, je fais de l'animation télé comme un spectacle. J'essaye de faire de la télévision un moment de fête, de joie, de spectacle, de transformation. Donc je pense que par rapport aux autres copains animateurs, j'écris avant des vannes, je prépare des choses. Bon, beaucoup de copains animateurs préparent aussi énormément leur travail. Hein. Mais j'essaye de le concevoir comme un moment de spectacle. C'est-à-dire comme une œuvre qui doit être aussi artistique, qui doit transformer les gens qui en sont les spectateurs et les téléspectateurs. Donc c'est pour ça que j'aime aussi les espaces de télévision où je suis, c'est parce que je trouve que Incroyable Talent, c'est un spectacle. Je trouve que Lego Master, c'est aussi un spectacle, c'est un grand spectacle, tu vois. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je suis pas tout seul, pour le coup. Incroyable Talent, il y a les centaines d'artistes qui viennent, il y a mes confrères jurés, il y a la présentatrice, tout ça. Lego Master, il y a tous les candidats.
il y a les jurés. Donc, c'est aussi ce qui est joyeux là-dedans, c'est le côté bande. C'est le côté, alors que sur scène, je suis tout seul à la fin, mais il y a aussi beaucoup de bandes en amont. C'est-à-dire qu'avant, j'écris avec d'autres personnes, on répète ensemble, il y a toutes les équipes techniques, c'est aussi un truc de bande, même si je suis tout seul sur scène. Donc, mais c'est les spectacles. Et l'émission de télé que je préfère... Tu l'aimes pas celle-là? Non, j'aime pas cette question du tout. L'émission de télé que je préfère, pour être tout à fait sincère, je pense que c'est Incroyable Talent. Parce que c'est ma famille, voilà. J'y suis né, c'est là où j'ai commencé, et puis et là, c'est mes copains, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que c'est les mêmes équipes depuis 15 ans. Donc, je retrouve depuis 6 ans maintenant les gens que j'ai rencontrés il y a 15 ans. Donc, tu vois, c'est aussi très joli, ça. Voilà. Alors, puisqu'on est sur Incroyable Talent, Emma, tu as une question qui va aussi beaucoup te plaire, j'en suis certaine. Donc, vous voulez vraiment que je me fâche avec des amis, en fait, c'est ça l'idée? C'est ma question préférée. Ah ouais? Ok. Emma, vas-y. Avec quel de tes collègues d'Incroyable Talent se confinerais-tu? Marianne Zane, Sophia Samy ou Hélène Figuera? Avec lequel de mes collègues je m'entends le mieux? Tu te confinerais. Je me confinerais? Ah oui. Alors, très simplement avec Hélène, parce que c'est elle qui cuisine le mieux. Je vais te dire, Hélène c'est un cordon bleu. Après, Marianne cuisine très bien aussi. Samy, non. Après, pour les vannes, ça serait plutôt Samy, hein, pour rigoler. Voilà. Non, je pense que c'est plus facile avec un garçon. C'est plus facile avec Samy entre garçons parce que on serait moins dans les pattes les uns des autres. Hélène, elle est trop gentille. Marianne, Hélène, elle voudrait me faire des câlins tout le temps. Ça serait pas possible. Ce serait insupportable. Trop de câlins, tu le câlin. La réponse te convient, Emma? Tu vois, en fait, je peux pas te dire pour de vrai, pour te dire pour de vrai, parce que chacun a ses avantages. Tu vois, et chacun a ses inconvénients. Voilà, c'est comme les copains à l'école, quoi. Ouais, voilà. Toi, tu voudrais te confiner avec ta mère ou ton père? Non, Ah ben voilà. Ah ben on en pose des questions. Ah ben voilà, c'est bon ça. Ne réponds pas à cette question, Emma. Ne réponds pas. C'est ton joker. Ne réponds pas. T'as des frères et sœurs, Emma, ou pas? Non. Non? Ok. Bon, maintenant qu'on a parlé de télé et de magie, on va parler un peu de toi. Parce qu'on n'a pas du tout parlé de toi depuis le début. Ah ben, j'ai l'impression de faire que ça. Bon, on va continuer. Ok. On va parler un petit peu de toi, plus dans le détail. Ok. Alors, la première question, c'est celle d'Océane. Océane, on t'écoute. Tes proches sont-ils fiers de ce que tu es devenu aujourd'hui? Alors ça, c'est une question importante aussi parce que il y a plusieurs choses. Malheureusement, je suis le plus âgé de ma famille, c'est-à-dire j'ai plus de parents, plus de grands-parents, voilà, c'est moi le plus âgé. Et donc c'est vrai et ça fait longtemps malheureusement que je suis dans cette situation. Donc j'espère qu'ils le sont. Voilà, j'espère qu'ils sont fiers de moi. Et maintenant, j'espère que mes enfants sont fiers de moi. Ils me l'ont dit à plusieurs reprises qu'ils étaient fiers de moi. Et ça me rend très heureux. Ça m'inquiète toujours, tu sais, le fait d'être connu, je pense que c'est pas facile pour les enfants. Je crois que c'est vraiment parce qu'on te retire souvent ton papa. C'est-à-dire que moi, je me balade dans la rue avec mes enfants, on se tient par la main, on se balade, et tu as des gens qui manquent parfois un peu d'élégance et qui vont carrément pousser un enfant pour me dire bonjour, ou qui vont me couper dans une conversation avec mes enfants pour prendre de la place, pour me raconter quelque chose. Donc ça, c'est un peu difficile pour mes enfants. Et c'est difficile pour moi aussi. D'ailleurs, quand je suis avec mes enfants, par exemple, je fais aucune photo. Je fais pas de photo, pas de selfie quand je suis avec les enfants. Je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Et je dis aux gens gentiment, non, je suis avec mes enfants, désolé, et puis ça se passe plutôt bien. Mais donc ça, c'est pas facile. Et en même temps, ils ont les avantages. Comme je suis connu, il y a plein de gens qui sont beaucoup plus gentils avec moi qu'ils ne le sont avec d'autres. C'est-à-dire que, tu vois, on va au Futuroscope, par exemple, et j'ai la chance parce que comme on rencontre le patron du parc du Futuroscope, on va pas faire la queue. Et ça, les enfants sont très très contents, tu vois.
va faire là qu'au parc Astérix, par exemple, ils sont très 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 contents de pouvoir faire 3 fois le manège pendant que les autres ne peuvent le faire qu'une fois. Ils sont fiers de leur papa. Donc sur des trucs, ils sont fiers de leur papa, et sur d'autres, ça les énerve. Voilà, ça dépend des choses, mais c'est comme tout, on peut pas avoir des avantages sur tout, tu vois. J'ai choisi ce métier, je me suis battu pour devenir un artiste populaire, je le suis devenu, donc il y a des avantages et il y a des inconvénients. Voilà. Par exemple, quand je suis triste, quand je suis pas bien, c'est difficile d'être dans la rue parce que les gens te font tout de suite des remarques. Ils disent, dis donc, t'es moins sympa qu'à la télé. Ah oui? Ouais. Je dis des choses comme ça? Une fois, il m'est arrivé une chose comme ça, et une personne vient moi et dit, vous ressemblez beaucoup à Éric Antoine. Et je dis, oui, c'est moi. Il me fait, ah non, il est beaucoup plus joyeux. Et là, moi, j'explose de rire. Elle me dit, ah, c'est peut-être vous, alors. Ça, c'est pas mal. Et donc, c'est vrai que parfois, quand tu es un personnage public, il y a des choses qui te sont retirées. Moi, je vais faire mes courses tout seul, tout ça. C'est parfois un peu compliqué, tu vois. Je peux pas descendre en jogging dégueulasse, tu vois. J'ai une image. Il faut que je fasse un petit peu attention à ça. J'ai envie, dans la vie, j'ai envie de faire rêver les gens. Et comme j'ai envie de faire rêver les gens, voilà, et j'ai envie quand ils me voient sur scène ou quand ils me voient à la télévision, j'ai envie que ça leur fasse du bien. J'ai envie que ça les inspire. Et donc, quand aujourd'hui je prends le train pour venir ici, j'ai envie que les gens aient une bonne image de moi et qu'ils se disent « Ah, j'ai croisé Éric Antoine, ça m'a fait plaisir. » Voilà, j'ai envie que ça leur fasse plaisir. Voilà. J'imagine que tu es un peu la star des copains de tes enfants, non? Après, tu sais, les copains des enfants, comme mes enfants ont 10 ans et 7 ans, et que la plupart de leurs copains, donc c'est des copains de primaire, de maternelle, voire de crèche, je les connais quasiment tous depuis qu'ils sont tout petits. Donc quand ils étaient tout petits, pour eux, la télévision, ça voulait rien dire. Certains, maintenant, un peu plus, c'est-à-dire les nouveaux copains. Mon fils aîné, à 10 ans, il est rentré en 6e. Il a sauté une classe, tout ça, il se retrouve avec des gens. Et c'est vrai que quand je vais au collège avec plein de garçons, de filles qui me connaissent, mais qui découvrent que Raphaël est mon fils, ça fait « Oh, c'est Éric Antoine !» Voilà. Donc là c'est autre chose. Mais les copains que j'invite à la maison, en général, c'est les vieux copains. Ils sont habitués, quoi. Ouais, ils sont habitués. Ils sont blasés. Ouais. Bon, puisqu'on parle d'école, Emma, je te laisse poser ta question à Eric. Étais-tu un bon élève à l'école et à l'époque, t'en déplaît-on à cause de ta grande taille? Alors, il y a 2 questions. Donc, j'ai entendu est-ce que j'étais un bon élève et est-ce que ma grande taille, c'était Est-ce qu'on t'embêtait Est-ce qu'on m'embêtait sur ma grande taille? J'ai été et un bon élève parfois et un très mauvais élève parfois. C'est-à-dire que l'école, c'était pas un moment facile pour moi. Il y a eu 2 choses. C'est-à-dire que toute la primaire, j'ai été premier de la classe. Mais vraiment premier, mais sans jamais travailler. C'est-à-dire coup de chance. La magie, quoi. Non, mais c'est-à-dire j'ai une bonne mémoire. On me dit les choses une fois, je m'en souviens. Je lis les choses une fois, je m'en souviens. Les choses sont assez faciles pour moi. Et quand je suis rentré au collège, ça s'est très très mal passé. J'ai redoublé ma 6e. Et c'était pas un problème de mauvais élèves, je pense que c'était un problème extérieur, c'était un problème familial, c'était un problème de souffrance, c'était une manière d'exprimer que j'allais pas bien, quoi, tu vois. Et je me suis senti très bête. Et pendant des années, je me suis senti très très bête. Et le collège et le lycée ensuite, c'est très étonnant, mais je me suis senti pas à la hauteur intellectuellement. Et c'est fou, il m'a fallu des années pour me remettre de ça. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour pour l'école et beaucoup d'inquiétude aussi pour l'école. C'est-à-dire que je pense que c'est un lieu magnifique, c'est un lieu d'échange magnifique et c'est aussi un lieu où on ne comprend pas forcément tous les enfants. On ne comprend pas, y a beaucoup d'enfants qui ne rentrent pas dans le moule de l'école. Et ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce que parfois, ils vont trop vite sur certaines choses, pour une hypersensibilité. Parfois, ils vont moins vite sur certaines choses. Et donc l'école, c'est un lieu qui m'inquiète beaucoup. Je crois que c'est le lieu où on devrait mettre, c'est par exemple les États. Nous, on a la chance d'avoir une école publique, une école laïque, une école très ouverte. Mais je pense que c'est là où les États devraient mettre le plus de pognon. On devrait mettre tout le pognon de l'État sur l'école. On devrait former les professeurs, on devrait réduire les classes, qu'il y ait moins d'élèves, que les professeurs puissent être plus heureux à faire leur métier avec moins de gens en face de pouvoir vraiment parler à chacun, de comprendre chacun. C'est-à-dire que ce qui est difficile, je trouve, dans la position d'enfant,
c'est que l'enfant est souvent pas traité comme un adulte, alors que l'enfant a une vie psychique tout aussi complète qu'un adulte, tout aussi importante, une sensibilité et une autre manière de voir le monde. Et chaque enfant a sa manière de voir le monde, et parfois, à l'école, dans certaines écoles, avec certains professeurs, ils passent complètement à côté de nous. Donc tu vois, j'ai été... et ce qui est fou, c'est que par exemple, mon bac, quand j'ai passé mon bac, j'étais très triste, j'allais plus du tout à l'école, j'étais vraiment un cancre, mais j'ai pris tous mes bouquins de l'époque, et j'ai tout lu pendant 2 semaines. Je me suis enfermé, je vivais dans une petite chambre de bonne, et enfin, entre l'appart et la chambre de bonne, et je me suis enfermé, et j'ai lu tous les livres pendant 2 semaines, et je les ai tous relus, et j'ai passé mon bac tranquille sans être allé une seule fois en classe, parce que j'étais trop malheureux à l'école. Donc c'est bizarre l'école, si tu veux. Pour moi, c'est un sujet un peu étrange. Et en même temps, j'y ai vu des professeurs que j'ai adoré. Je me souviens d'un prof de maths que j'ai adoré, que j'ai trouvé brillant justement dans son approche psychologique, des enfants avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait dire des choses, et puis avec qui on apprenait vraiment des choses. Des profs de physique, de chimie aussi, je me souviens, j'ai beaucoup aimé. Prof de physique, chimie, j'ai beaucoup aimé. Et puis moi, j'avais une passion pour la littérature, et malheureusement, j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui on discutait à l'école. Tu vois, j'ai pas eu de prof de lettres dont je me suis senti proche, alors que c'était, pour le coup, vraiment, je lisais roman après roman quand j'étais adolescent. C'était vraiment, je passais des nuits. D'ailleurs, à l'école, j'ai les bulletins. C'est marrant parce qu'il y a 2 bulletins de notes dont je me souviens très bien, parce que ma mère, un jour, me les a donnés. Un bulletin où j'avais 7 ans, et il y avait écrit « très bon élève, mais antiscolaire ». Comment tu peux dire à un enfant de 7 ans, t'es antiscolaire? Et en fait, parce que je répondais à toutes les questions, mais jamais de la manière dont le prof me demandait, dont l'institutrice me demandait. Et puis, il y a un autre bulletin où je me souviens très bien, le prof avait dit « élève brillantissime, mais flemmard comme pas possible ». Et que fait-il la nuit? Il ne dort pas. Parce que je dormais le matin en cours. Je commençais à 8h le matin, parce que je lisais toute la nuit. Donc comme je lisais, je n'arrivais pas à dormir, j'avais ma petite lampe de poche et je lisais mes bouquins sous mon drap, je me cachais pour lire. Et donc c'est vrai que j'avais du mal le matin à l'école. C'était un peu dur. Mais voilà, donc pour moi l'école c'est un lieu essentiel, c'est un lieu magique. Le métier de professeur, je pense que c'est un des plus beaux métiers au monde, mais vraiment. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à créer une école de magie. Donc, j'y pense très très fort en ce moment. On est en train de développer les choses. Mais je trouve que souvent, ils n'ont pas les moyens, les instituteurs comme les professeurs, de faire le métier qu'ils ont vraiment envie de faire. Parce que c'est aussi un métier de passion. La transmission, c'est un métier de passion. Et je pense que malheureusement, les classes sont trop bondées. Il y a trop de gens. C'est pas possible. Et les programmes, je pense, sont aussi un petit peu déconnectés de ce que vivent les jeunes êtres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a souvent à l'école, tu apprends avec une génération de retard. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, nous on apprenait le tiers-monde, alors que après on a appris le quart-monde, après on a appris les pays en voie de développement. Mais tu apprends toujours tout avec 10 ans de retard. Donc tu as souvent une image du monde, parce que c'est ce qu'a appris le professeur qui te réapprend. Souvent, il n'y a pas une réactualisation, c'est-à-dire le refresh du bouton de la... Donc ça m'inquiète un peu, voilà, parfois sur le sujet de l'école. Voilà, donc amour et inquiétude, voilà ma sensation, voilà mon sentiment sur ce sujet. Et alors, tu as dit que tu aimerais ouvrir une école de magie, pourquoi? Pour les ados? J'aimerais ouvrir une école de magie pour tout le monde. Tout le monde? Je pense qu'il y aura 3 niveaux de classe. Il y aura pour les jeunes enfants, plutôt jusqu'à 10 ans, ou peut-être jusqu'à 10, je dirais de 7 ans à 13 ans, et puis après un autre niveau de 13 ans à jeune adulte, et puis un niveau adulte. Voilà. Ah bah dis donc, les filles. J'aimerais bien ouvrir ça, oui. Ça en tente une? Je fais ça l'année prochaine. L'année prochaine, je vous dirai. Alors, je crois que tu as esquivé la deuxième partie de la question d'Emma avec beaucoup d'élégance. Oui, alors... Sur ta taille. Sur ma taille, est-ce qu'on se moquait de moi? Oui. Mais tu sais comment sont... Ça, c'est un drame de l'adolescence. C'est-à-dire, l'adolescent, c'est incroyable parce que c'est le moment où on commence à comprendre qu'on est différent et c'est le moment où tout le monde veut être pareil que l'autre. Ce qui est quand même un paradoxe terrible. C'est-à-dire que on est tous... Enfin, le voyage d'un être humain, c'est quand même d'aller vers ce qui fait de lui
quelqu'un d'unique et de singulier. Donc c'est quand même ça qui est beau, c'est de se découvrir, qu'on est différent des autres et d'aimer cette différence. Et donc malheureusement, quand tu es adolescent, dès que tu peux te moquer de la différence, ça n'arrête pas d'être fait. Et c'est terrible parce que j'ai l'impression même que c'est un mouvement qui a tendance à s'amplifier. Et moi, en effet, j'étais très grand, donc, mais genre vraiment, enfin je le suis toujours, mais donc 2 têtes, 3 têtes de plus, c'est-à-dire que tu avais les autres enfants et puis 2 têtes au-dessus, tu avais ma tête. J'étais plus grand que les adultes, ce qui est quand même assez bizarre aussi quand tu es un enfant d'être plus grand que les adultes. Et oui, c'était une différence un peu douloureuse. Alors on s'est moqué de moi gentiment, hein. Mais tu vois, le nombre de fois où on m'a dit « Dis donc, il fait plus beau là-haut, ah bah toi tu peux me dire en premier quand il pleut. » Ah bah bon, en même temps, être grand, c'est pas le pire. Hein. Je vais te dire, dans les distinctions physiques, c'est pas celle qui est la plus douloureuse. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont plus douloureuses. Je pense que les enfants qui sont un peu ronds, on se moque beaucoup plus d'eux que les plus grands, tu vois. Ou ceux qui sont plus petits, on se moque plus d'eux que les plus grands. Mais finalement, tu vois, aujourd'hui, cette chance d'être le plus grand, c'était une chance géniale parce que quand j'ai commencé ce métier d'artiste, le fait d'être grand, ça m'a différencié tout de suite. C'est-à-dire que quand les gens ne connaissaient pas mon nom, ils ne savaient pas que je m'appelais Eric Anthony, ils disaient « T'as vu le grand magicien avec les cheveux en l'air et tout ça ?» Et tout de suite, ils savaient de qui on parlait. Et le fait d'être différent physiquement, c'est génial quand tu fais le métier d'artiste. Parce que si en un mot, on peut dire le grand magicien, bah, c'est tout de suite c'est moi. Et ça c'est donc ce dont on s'est moqué pendant longtemps a été une chance plus tard. Et ça c'est assez joli. Et d'ailleurs souvent les enfants pas forcément hyper heureux à l'école deviennent souvent plutôt équilibrés dans la vie. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire que ceux qui étaient très bien à l'école ne le seront pas plus tard non plus. C'est bien aussi. Alors, ce que tu dis, ça nous amène à la prochaine question. On part aux Philippines. Et je crois que c'est Héloïse, si elle est encore là. Oh, Héloïse, elle est allée se coucher, il est trop tard. Il est trop tard. On n'est pas loin. Comme je suis professeur de français, je peux vous dire merci. Ah, ben ravi. Ah, ben je savais pas, tu vois, ça tombe bien. C'est une jolie synchronicité. Voilà. Vas-y, c'est quoi ta question? Comment fais-tu Comment est-ce que je fais pour être toujours de bonne humeur? Ah, comment je fais? Alors, je ne suis pas toujours de bonne humeur. Je suis toujours de bonne humeur quand je suis avec vous. Je suis toujours de bonne humeur quand je suis avec vous parce que vous m'inspirez la bonne humeur. Parce que j'ai envie d'être... Qu'est-ce que tu veux? Vous me regardez tous, vous me souriez tous, vous me dites bonjour et vous êtes contente de me voir. Donc, comment est-ce que je pourrais être de mauvaise humeur? C'est que des bonnes énergies, tu vois. Donc, je suis de bonne humeur parce que les gens amènent de la bonne humeur quand ils me rencontrent. Et souvent, je suis de mauvaise humeur, comme tout le monde. Et quand je vois des gens qui me sourient, ben, ça me met de bonne humeur. Donc, finalement, qu'est-ce qui met de bonne humeur? C'est le sourire. Donc, sourire aux gens, eh ben, c'est une manière de transformer les gens et de transformer de la bonne humeur, tu vois. Donc, c'est ça qui me met de bonne humeur. Et puis, après, il y a des moments, par exemple, tu vas sur scène, tu vas en spectacle, et tu sens que tu n'es pas dans la bonne humeur pour faire le spectacle. Et donc, je me repose des questions. Je me dis, bon, là, ce soir, je suis au Zénith de Poitiers. Il y a 6000 personnes qui sont dans la salle. Elles sont venues de certaines dizaines de kilomètres. Certaines, parfois, ont fait 100, 200 kilomètres en voiture, avec leur famille. D'autres se rejoignent entre amis. Et ils sont tous en attente de passer un bon moment. Et en plus, ils m'ont payé pour passer un moment avec moi. Donc, je leur dois de la bonne humeur. Et cette sensation-là, aussi le fait que les gens se réunissent pour passer un moment avec moi, ça me met de très très bonne humeur. Voilà. Parce que c'est ce que je rêvais de faire dans la vie. Et quand tu réalises un rêve, bah, tu es plutôt de bonne humeur. Voilà. On va bientôt arriver au terme de notre émission. Ava, c'est toi qui as ouvert le bal des questions, c'est toi qui vas le refermer avec la dernière question que je trouve super.
Je sais pas si on t'a déjà posé. Je vais te dire, quasiment toutes les questions que vous m'avez posées ce soir, jamais ne m'ont été posées de cette manière. Voilà. Et certaines jamais du tout. Pas du tout. Alors, Ava, fais-moi rêver. Éric Antoine, c'est ton vrai nom ou ton nom de scène, pardon? Alors écoute, si j'avais choisi un nom de scène, j'aurais choisi vraiment un meilleur nom que ça. Parce que c'est quand même un peu pourri, Éric Antoine. Non, c'est mon vrai nom. Mon papa s'appelait Antoine, mon prénom c'est Éric. Mon papa s'appelait André Antoine. Et mon prénom c'est Éric, tu vois. Et voilà. Et donc je m'appelle Éric Antoine. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé, souvent tu as des magiciens, ils s'appellent leur prénom le magicien, tu vois. Le magicien, Ava la magicienne. Et moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu ringard. Et j'aime pas trop quand t'es pas juste le magicien ou la magicienne, t'es toi. Donc je me suis dit pourquoi un nom de scène? Déjà, essaye d'être toi-même, et puis voilà, et puis c'est ça. Alors, ce qui m'a beaucoup énervé, c'est que quand j'étais à l'école, Antoine, c'est la lettre A, donc j'étais toujours le premier interrogé, et ça, je détestais ça. Ensuite, Éric Antoine, les gens ne savent pas lequel est mon prénom. Mon prénom, c'est Éric, mon nom, c'est Antoine. Donc, les gens m'appellent Antoine, Éric, au bout d'un moment, c'est un peu énervant que tout le monde t'appelle Antoine. Et puis, comme en plus c'est Éric Antoine, parfois les gens pensent que c'est un prénom composé. Donc, ils m'appellent Marc-Antoine ou Éric Antoine, ou Pierre. Ils savent qu'il y a un truc comme ça. Et donc ça m'a aussi beaucoup énervé pendant un moment. Et donc tu sais, souvent on se dit se faire un prénom, quand tu as un papa connu, par exemple, tu lui dis, ou une mère connue, tu lui dis, il faut se faire un prénom. Moi, il fallait que je me fasse un prénom et un nom, prénom. Donc il fallait que je me fasse 2 prénoms, 2 noms. Et c'était un bon défi. Et là, je vois, maintenant, tu vois, mes premières télévisions, c'était en 2006, on est en 2021. Donc ça fait 15 ans que je suis rentré un petit peu à la télévision. Et maintenant, je sens qu'il y a de moins en moins de gens qui ne connaissent plus mon nom ou plus mon prénom. Et ça, c'est cool. Ça y est, les gens commencent à m'appeler Éric. Enfin. Yes. Bon, voilà. Cool. Mais blague à part, est-ce que quand tu as commencé à rentrer un peu dans le monde, à être produit et tout ça, est-ce qu'on t'a proposé de prendre un pseudonyme ou même pas? Non, on me l'a dit, mais il était trop tard. On me l'a dit plusieurs fois, on m'a dit ça serait peut-être pas mal que tu changes de nom et tout ça, que tu trouves autre chose. Mais c'était trop tard, j'avais déjà commencé, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Voilà. Mais franchement, je me demande si j'aurais pu changer. Aujourd'hui, je pense que j'aurais peut-être choisi un nom de scène. Ouais. Pas Antoine, autre chose. Super Magic, quelque chose. Éric Ava ou un truc comme ça. Super, merci beaucoup Éric. Merci à toi. Cette émission va toucher à sa fin, les filles. Vous avez été parfaites. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Enfin, messieurs. Tu es le seul. Salut les meufs. Girl power. Vous avez été parfaites. Merci pour toutes vos questions. Et puis, quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de questions de fans. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut, à bientôt. Au revoir. Au revoir.